Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Mara officiel, Baka Patient, Herman Toussaint, bonsoir à vous. Bonsoir. Si vous m'attendez, c'est un peu de me faire un petit hola. Là, je saurais que ma voix est un peu audible et tout. La vie officielle, si tu m'entends, c'est un peu de me faire un petit signe d'ok là. Je saurai au moins si ma voix est vraiment audible. Si vous m'attendez, c'est un peu de... Bonsoir, Mara officiel. Si vous m'attendez, c'est un peu de me faire un petit signe d'ok. Là, je saurai vraiment si la voix est audible. Ok, c'est bon, merci, merci tout ça, merci beaucoup. Alors, comme prévu, nous sommes aujourd'hui de notre deuxième live. Aujourd'hui, dans notre deuxième live, nous serons avec Daniel Mundiambu, c'est Congolais aussi, un Congolais qui évolue, voilà, il est avec nous là. Bonsoir Daniel Mundiambu, lui il évolue à CIU, il fait la finance en master à CIU. Toutefois, quand il va se connecter là, il va se présenter un peu. On va essayer de parler avec lui aujourd'hui sur la microfinance, hein. La microfinance, l'importance que ça peut avoir dans l'économie en RDC. Donc, comme il est du domaine, il va essayer de nous expliquer un peu pourquoi implémenter la microfinance dans un pays comme le nôtre peut avoir beaucoup d'impact positif. Donc, Daniel, tu peux déjà demander de me joindre. Je vais te donner accès et puis on va déjà commencer avec notre live. Daniel Boudiambou, essaie déjà de me demander l'accès et puis on va toutefois commencer déjà parce qu'il y a déjà des gens là qui sont en train de patienter. Voilà. Donc voilà pour ceux qui viennent d'arriver, comme je disais, voilà, nous serons en live avec Daniel, c'est un frère, c'est un congolais aussi. Hein. Il fait le master à CAU, il fait la finance. Et lui aujourd'hui il va partager un peu avec nous l'importance ou pourquoi la RDC doit impérativement voilà, implémenter la microfinance. Voilà. Donc, peu de temps. Alors. Voilà, il est là. Ouais. Daniel, bonsoir. Bonsoir mon frère, comment Ah, allez-vous? ouais, ça va très bien en tout cas. Comme je disais, il est déjà là avec nous, il est toujours ponctuel. Aujourd'hui, Daniel, il Ok. va partager avec nous une thématique concernant la microfinance, comme c'est vraiment dans son domaine d'études. D'abord, avant de commencer, il va se présenter d'une manière un peu brève qui il est réellement, pourquoi il a choisi un sujet aussi difficile que ça, tout il va nous le dire. Je vais essayer de se présenter un peu qui il est, voilà, on va l'attendre. Daniel, vous avez la parole pendant 2-3 minutes. Dites-nous un peu sur vous. Déjà, je voudrais commencer par dire merci. Merci pour cette invitation qui m'a été lancée. En tout cas, je n'ai pas pu résister ni la décliner. Je vais vraiment reconnaître cette estime à mon égard. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là, je vais me présenter. Mon nom est Daniel Moudiambou. Je suis congolais, des pères et des mères, tels et Yavak. Je dirais mieux des nationalités et d'origine. Je suis étudiant en finance, en comptabilité et en finance au niveau du master en terminale, bien sûr. Voilà pour ma petite présentation concernant le cadre de ce jour. Alors, vous êtes de CIA aussi, hein? Je ne peux pas voir seulement des gens Yes. qui me demandent où est-ce que je peux le trouver. Donc, lui, il est à CIU avec. Voilà. Bon, on va commencer. J'ai d'abord une question. Je pense que tout le monde se pose la question. Expliquez-nous un Mhm. peu ces mots-là, la microfinance. Souvent, on l'attend, mais bon, on a un peu du mal à le comprendre. Hein. C'est quoi en fait la microfinance? D'une manière un peu plus simple pour ceux qui sont là, pour certains profanes qui sont là, pour qu'ils puissent avoir une idée sur ça. OK. De manière bien claire et bien précise, on dirait que la microfinance n'est rien d'autre que l'offre de services financiers auprès de personnes qui sont exclues de banques modernes. Ce qu'il y a là, c'est que c'est une nuance qui se passe entre les systèmes classiques modernes et notre société rurale. La microfinance, c'est une disponibilité financière qui a été mise pour toute personne qui n'est pas éligible dans les systèmes de banque classiques. Donc, dans les banques classiques, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une liste de requis avant d'être éligible d'avoir un crédit.
Avant de demander un crédit, avant d'être crédité, il faudrait remplir, par exemple, un gage. Il faut avoir un gage, il faut avoir un business plan, il faut avoir une activité, en tout cas, très viable qui donne vraiment de la confiance. Et pour nombre de micro-entrepreneurs, ils sont en tout cas pris dans le sandwich et ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est ainsi que la microfinance vient en aide à toutes ces personnes-là. Voilà la petite définition et la compréhension du terme microfinance. Ok, ok. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire, c'est une sorte de... Comment je peux expliquer ça? Une sorte d'aide, quoi, qu'on offre, vous voyez un peu, à des petites entreprises. Voilà. C'est-à-dire, c'est qui ont Exactement. un critère pour avoir certains crédits dans des banques. C'est une offre, bien sûr, mais à ne pas confondre avec la charité, avec des actions de charité. Puisque en contrepartie, la microfinance attend des intérêts. La microfinance attend à ce qu'il ait un retour venant des micro-entrepreneurs, des demandeurs de crédit, des demandeurs de services. En soi, c'est une aide, bien sûr, bien entendu, puisqu'ils sont en quelque sorte exclus de la liste de banques, mais ils ont aussi une redevance auprès de ces institutions de microfinance. Et s'il faut comparer le taux d'intérêt qu'on offre aux micro-entreprises, est-ce que c'est pareil ou bien il y a un peu une réduction comme ils sont voilà, dans le microéconomique et tout? C'est là même que rencontre beaucoup des micro-entrepreneurs un souci très majeur, c'est au niveau des taux d'intérêt. Le problème de la microfinance, c'est un problème, au fait, il faut comprendre que c'est un marché des capitaux. Ce sont vraiment des entrepreneurs, des bailleurs qui mettent en disponibilité leurs fonds en vue de financer les micro-entrepreneurs. Et ils ne peuvent pas travailler comme ça à nul ni à zéro. Ils attendent à leur retour leurs bénéfices et leur bénéfice va du taux d'intérêt. Et pour une personne qui n'a pas un gage ou une garantie à donner à la banque, il vient auprès des institutions de microfinance au nom de sa personne. Il vient au nom de sa personne. Donc, c'est beaucoup plus une relation de confiance avec des valeurs. Et pour se rassurer, pour ne pas taper à côté, c'est là que frappent fort les institutions de microfinance en termes de taux d'intérêt. Généralement, ça varie entre 23 et 22%. Vous voyez que c'est un taux très élevé par rapport aux banques. Mais voilà, c'est le problème. Quand on exclut déjà des banques, la seule adresse qui nous reste, ce sont des institutions de microfinance. Les banques sont un peu plus moindres, les institutions de finances un peu plus hautes, mais la différence, c'est, comme je disais, les garanties que l'on présente. Ok, ok, je comprends. Moi, je comprends, en tout cas, je comprends. Mais j'espère Exactement. qu'ils sont en train de nous suivre aussi, en compris, hein, je crois. Mais j'aimerais que tu donnes un peu une définition, en fait, un exemple basique où on peut facilement comprendre vraiment la différence qu'il y a entre le micro et le macrofinance. Le macrofinance. Genre, un exemple vraiment qu'on voit au quotidien, quoi, pour qu'on puisse bien l'assimiler et tout. Voilà, je vais prendre quelques exemples comme ça pour mieux faire comprendre la microfinance. Un investissement à niveau des microfinances, c'est un investissement qui, à ce jour, ne va pas au-delà de 25 000 euros. Tout investissement, tout financement qui se fait par un partenaire, par un associé, à 25 000 euros et moins, c'est là qui se dit un investissement à microfinance. C'est là qu'on parle de microfinance. Et en second lieu, c'est qu'il faut savoir que les microfinances ont une adresse. Ce ne sont pas des banques classiques. Parce que pour aller aux banques classiques, il faut déjà être un entrepreneur évolué. Il faut là parler de moyennes entreprises ou de grandes entreprises. Les microfinances, généralement, font recours auprès des institutions de microfinance. Dans le cas du pays du Congo, je vais prendre un exemple comme ça. Euh, à l'époque, il y avait une rage. On parlait de la finca. Je ne sais pas s'il y a Oui. là bon commentaire de gens qui connaissent la finca. Donc, la finca était là, disponible à octroyer de crédit auprès de personnes, de toutes ces personnes qui étaient exclues des banques classiques. Puisque pour se faire financer aux banques, auprès des banques, on va vous demander quel est votre fonds de départ. Voilà pour un entrepreneur du coin de la rue qui a une belle idée d'entreprendre.
il a son énergie, il a ses capitaux en nature, il n'a pas de capitaux numéraires. Et quand on va lui demander de se présenter avec un capital social, ça devient très compliqué pour lui. Par contre, la microfinance, les institutions de microfinance se font quand même violence de croire, de faire un petit vol dans le néant comme ça, de croire en la personne, puisque souvent là, la confiance se base à la personne, que dans le gage, que dans le bien de la personne. Ça s'accentue à la personne. Donc, la microfinance se différencie là de macrofinance dans ce point-là. Premièrement, au terme du degré de financement, la somme de financement. Et en second lieu, c'est par rapport même comme j'étais en train de dire, cette confiance qui est pour l'un basée au capitaux et pour l'autre basée à la personne. Ok, si je comprends bien, c'est même l'une des raisons pour laquelle on voit certains pays européens, par exemple, on compte en 2020, il y a eu 10 entrepreneurs, il y a eu 10 petites entreprises qui ont été créées en 2000. C'est comme ça qu'on essaie d'évaluer, non? Exactement, exactement. On sait quand même les répertorier, bien sûr. On sait répertorier combien de micro-entrepreneurs il y a eu parce qu'au final, il y a des rapports qui se font. Il y a des rapports parce que les institutions de microfinance ils font recours aux banques classiques, aux banques de second degré. C'est là qu'ils font leur dépôt des fonds. Et dans leur liste, en fait, on sait répertorier combien de crédits ont été octroyés, combien de demandeurs ont été enregistrés. C'est facile, cette traçabilité. Ah, l'explication était vraiment, vraiment claire en tout cas. J'ai compris, j'ai compris. Et là maintenant, il y a des souvenirs que je me rappelle. C'est au moins que j'ai eu à faire face à ce genre de trucs, mais comme je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, je comprends. Je me rappelle quand je suis au pays, quand je suis en jeu 3, il fallait monter une boîte là avec un pote. Alors, on établit un business plan. Comme on ne savait pas qu'il y avait ce genre de trucs et tout, nous sommes allés à la Robank, fallait voilà, avoir un prêt, mais nous a demandé des tas de trucs, je vous dis, c'était énorme pour nous. Alors, comme là, Voilà. vous commencez à comprendre que voilà, peut-être qu'on n'a pas frappé à la bonne porte. Vous voyez un peu. Exactement, Ah oui, oui. exactement. Bon, Vous aurez pu commencer, enfin, à frapper ailleurs. Vous étiez certainement à une mauvaise adresse. ouais. Ce système, ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part comme toute idée, c'est-à-dire les hommes ont comme ça décidé qu'on va lancer ce type d'économie. Ben, c'est un peu de nous dire son historique. Ça a commencé quand? Et c'était quoi la vague qui a poussé les gens à implémenter ce genre de système, en fait? Voilà. Il y a une petite anecdote de quelques minutes qui va vraiment, vraiment me faire. J'aime une question qui est posée là, en Ouais, commentaire. j'ai ça aussi. Parler un peu de l'historique, on va répondre à la question de monsieur. D'accord. Voilà. J'étais en train de parler d'une anecdote par rapport à la microfinance. Il y a eu dans les années 70, non, 90, un monsieur qui est à ce jour professeur, qui s'appelle Mohamed Yunus. Il est prix Nobel de l'économie 2006. Le professeur Mohamed Yunus, il est du Bangladesh. Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur? Ce monsieur avait rencontré 42 femmes. 42 femmes qu'il a remis 27 euros seulement. Et ces femmes, à leur tour, elles ont acheté des bambous, des poulets et une machine à coudre. Pour des bambous, elles ont transformé cela en tabouret. Elles étaient en train de faire des tabourets. Les poulets, elles ont ouvert un bistrot, un restaurant où ils servaient. Et ils ont, pour la machine, commencé à coudre des habits à revendre. Et elles étaient gardiennes les unes sur les autres, en train de veiller à ce que le fonds qui leur a été donné ne soit pas consommé, mais qu'il soit d'abord rentable avant d'être consommé. Ok. Et avec cet argent-là, les tabourets qu'ils ont eu à former, ils les ont revendus. Les poulets qu'ils avaient achetés, ils ont fait un restaurant où ils vendaient à manger et ils ont confectionné les habits qu'elles étaient en train de revendre. Et lorsque Mohamed Yunus a vu le retour, le revenir, il dit, tiens, c'est intéressant. Voilà, ces femmes ont des idées
mais il leur manque juste un capital de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est là qu'il y a eu naissance de ce qu'on appelle la Grameen Bank. La Grameen Bank, c'est la première banque de microfinance. À l'origine, on l'appelait la banque de pauvres. La banque qui avait pour objectif de financer toutes ces personnes porteurs d'idées, porteurs des initiatives, mais qui manquaient simplement un capital de départ, un capital initial pour leur permettre de se lancer et avoir de l'envol. Voilà, c'était la vague des années 90. En 97, ça a commencé à s'évoluer, à évoluer et à se répandre en Asie, partout ailleurs. Et c'est là que ça nous est parvenu, même en Afrique. Mais parlons de l'Afrique. En parlant de l'Afrique, la microfinance est vue comme une évolution du système archaïque qu'on avait de troc. Vous vous souvenez, avec l'histoire de troc, c'est que je vous remets le sel, vous me remettez le maïs et tout ça. Cette aide sociale-là est en soi une des sources même de la microfinance au vrai sens du mot. Mais elle quitte juste le cadre d'une aide sociale en l'amenant à un cadre fonctionnel de l'entrepreneuriat, au sens entrepreneurial et au sens économique. On ne parle plus là seulement des aides sociales, des aides familiales, mais il y a maintenant là l'économie qui intervient, le sens entrepreneurial qui intervient, et cette évolution se voit du jour au lendemain. Comment est-ce que les institutions de microfinance se multiplient? Comment est-ce qu'il y a maintenant un grand nombre de micro-entrepreneurs? Comment est-ce que maintenant il y a des gens qui se lancent, ça et là, des gens qui améliorent leurs conditions de vie? Et c'est là l'origine de la microfinance et sa petite évolution jusqu'à ce jour. Ah, très intéressant en tout cas. Il y avait une question de Daniel Iley. Il dit, à quel niveau faites-vous la différence ou la nuance entre in-bank et in-bank finance? Une banque et une banque finance. Je vais déjà harmoniser la question, je vais bien la poser. Je dirais mieux à quelle différence à quel moment se passe une différence entre une banque et une institution de microfinance. Voilà. Les institutions de microfinance traitent directement avec des micro-entrepreneurs. C'est toutes ces personnes-là qui sont déclassées du target des banques. Pour des banques, on ne peut pas prêter aux micro-entrepreneurs. C'est ainsi qu'il y a ce qui se dit, ces principes-là, qu'on ne prête qu'aux riches. Ok. C'est-à-dire, pour qu'on vous prête, vous devez avoir quelque chose de palpable. Puisque quand même on donne une idée, c'est quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose d'abstrait. C'est là que fait la différence, la démarcation entre les banques classiques et les institutions de microfinance. Et si les banques classiques peuvent prêter au-delà, les institutions de microfinance ont un target, ont une limite en termes de finances, en termes de capital à octroyer auprès des demandeurs. Voyez-vous? Et finalement, les institutions de microfinance retournent en soi, en fait, ils remontent vers les banques classiques parce qu'en soi, ils ne sont pas des banques. Toute activité liée à la banque revient à la banque. Tout ce qui est dépôt de capitaux, tout ce qui a trait avec la banque remonte à la banque et les institutions de microfinance font juste le pont entre les micro-entrepreneurs et les banques classiques. Ok, je pense que Daniel Iley a été satisfait de votre réponse. Je crois bien en tout cas parce que moi j'ai compris. Voilà, maintenant on va parler de notre dernière mère, la RDC, parce que c'est même la raison pour laquelle nous sommes vraiment réunis ici. Vous avez expliqué Yeah. l'origine de la microfinance, comment ça évolue et tout. Alors voilà la question principale, c'est quel sera son apport aujourd'hui en RDC? Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire clairement, le pays est au chaos. Alors, il ne faut pas seulement implémenter des choses parce qu'on voit que ça se passe ailleurs. Il faut implémenter des choses parce qu'on sait que ça va apporter quelque chose en RDC. Alors, je pense que Exactement. les microfinances existent déjà en RDC. Je pense que certaines banques déjà offrent le crédit à des petites entreprises. Mais ce serait quoi son apport si aujourd'hui on essayait vraiment de l'implémenter? Si aujourd'hui ça devenait quelque chose de courant en RDC, quel sera son apport aujourd'hui dans le plan économique et dans le plan social?
très belle question. Déjà, avant d'appréhender la question, je voudrais déjà signaler à toutes ces personnes qui sont là, qui voudront en savoir un peu plus. Il y a tout un article que j'ai écrit sur la microfinance et le développement économique en RDC. Il suffit juste de m'écrire après ce live et je vais vous renvoyer, question de renchérir vos connaissances. Voilà. Par rapport à l'apport de la microfinance ou l'impact de la microfinance en République démocratique du Congo. Voici, je vais répondre en ces termes. La microfinance n'est pas novice en RDC. Elle a commencé, elle est effectivement en RDC depuis les années 2000. On va se souvenir de la venue des FINCA. Effectivement, on a commencé de parler des institutions de microfinance entre les années 2003 et en remontant. Mais encore un peu plus bas, on parlait là des coopératives. On avait dans l'ancien temps des coopératives, des paraniens, des choses pareilles qui régissaient de fonds qu'on octroyait aux micro-entrepreneurs. Nous devons avant tout ne pas oublier que notre pays a une taille d'un continent. 2 345 409 km² à ce jour, avec une majorité des populations qui restent dans des milieux ruraux. Avec une population, il y a des rapports de l'ONU en 2015 qui dit qu'en RDC, il y a 8 Congolais sur 10 qui vivent en dessous de la moyenne. Voyez-vous? Et le pays est à ce jour divisé en 26 provinces dans l'objectif de désenclaver ces milieux-là très, très, très reculés où les conditions de vie ne sont pas réunies. Alors, quel est l'apport en réalité de la microfinance? Retenons à l'esprit que l'adversaire principal et primaire de la microfinance reste la pauvreté. C'est pour justement faire tarir la pauvreté qui existe dans la microfinance à ce jour. Mais lorsqu'on parle de la pauvreté, il ne s'agit pas seulement du manque d'argent. La pauvreté aujourd'hui, c'est aussi dans le sens de l'éducation. L'éducation entre en liste. Il y a la santé qui entre en liste. Il y a l'eau potable, la disponibilité de l'eau potable qui entre en liste. Il y a tant de normes, je vais dire, de points qui entrent à la liste de la pauvreté. Lorsqu'on définit la pauvreté, il y a même la malnutrition, il y a les taux de mortalité, il y a le niveau de vie qui est trop raccourci, rétréci par manque de conditions aisées de vie. Mais quel manque en soi les personnes pour améliorer leur niveau de vie? Il leur manque juste de moyens primaires. Des moyens primaires. Ouais, Il y a de ces personnes, qui manquent en tout cas le pain et qui parcourent des distances énormes pour. En fait, la souffrance qu'il y a là, la microfinance peut la tarir. C'est octroyer du crédit, octroyer des moyens financiers afin que ces personnes-là aient une activité économique. L'objectif de la microfinance est la création des revenus, qu'il ait un revenu qui rentre en source, qui rentre, je dirais, à l'origine, enfin, dans le bénéfice de l'acteur économique ou du micro-entrepreneur. Donc, pour revenir au pays, avec tous ces milieux ruraux, ce milieu-là, enfouis dans le coin et recoin, il suffit d'abord d'approcher ces personnes-là, savoir comment est-ce que ces personnes-là vivent, quel manque en réalité ces personnes-là, mettre en disponibilité de ces personnes-là des moyens. Mais ces moyens ne sont pas seulement financiers, puisque la microfinance ne revient pas seulement en termes d'argent. La microfinance est aussi en termes social. C'est là qu'on parle de l'éducation financière. Lorsqu'on octroie le crédit à quelqu'un, on enseigne même la gestion de ces crédits. À quoi revient ces crédits? Ce n'est pas à acheter des biens à consommer, des biens de consommation directe. Non, 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 non. Il y a l'éducation financière qui entre même dans l'objectif ou dans le plan, dans le cahier de charges
de la microfinance. Aujourd'hui, dans le Congo, il est indispensable de soutenir les institutions financières en octroyant du crédit aux gens, en inculquant aux gens la matière intellectuelle, en les enseignant la gestion de ce qu'on leur octroie comme crédit pour un seul objectif, c'est d'améliorer leur propre niveau de vie. Et en retour, lorsque le niveau de vie est amélioré, l'éducation s'améliore, la mortalité qui revient en baisse, il y a là l'accès à l'eau potable, il y a la nutrition qui revient en charge et qui revient à hauteur. Par conséquent, le pays aura une économie qui sera remontée puisqu'il y a des activités économiques qui se passent avec à un circuit régulier et dans le norme. Et on parle là d'une forte économie, mais qui a commencé par de particuliers très enfouis, des particuliers pauvres, des particuliers oubliés et des particuliers déclassés des banques. Très intéressant. Voilà l'importance, en tout cas, de la microfinance dans notre pays, la RDC. Ok. Vous avez eu à parler du développement économique. Et du coup, j'aimerais savoir, hein, c'est quoi la nuance, c'est quoi le contraste entre développement économique et croissance économique? Ok, Ouais. ok. J'aime cette question. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de faire le point entre le développement et la croissance économique. Déjà, je vais dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Qui dit développement économique ne dit pas croissance économique. Le développement économique, il comprend une progression, une amélioration, tant quantitative que qualitative d'une population. Lorsqu'on parle du développement, tel que le dit le mot, c'est vraiment une avancée, une montée en quantité et en qualité. Mais la croissance économique est essentiellement une montée en volume de production quantitative. On parle de croissance économique lorsqu'il y a un volume de richesse qui monte. Il y a un volume de revenus qui monte, mais à un temps fixé. C'est ainsi qu'on parle, lorsqu'on parle de la croissance économique, on va dire quitter de l'année précédente à l'année actuelle, nous avons connu une croissance pareille. La croissance revient toujours à la notion du temps et elle est essentiellement quantitative. On sait voir la richesse réalisée grâce aux facteurs de travail, grâce aux facteurs de progrès social. Il y a le progrès technique, j'allais dire. On va voir la progression technique et le facteur travail qui a été mis ensemble pour qu'il ait cette croissance en richesse. Par contre, lorsqu'on parle du développement économique, en réalité, la croissance économique n'est que, enfin, le développement économique n'est qu'une conséquence de la croissance économique. Je vais me répéter. Le développement économique est une conséquence de la croissance économique. Puisque lorsqu'on parle d'une évolution ou d'une avancée quantitative, la croissance économique vient en jeu. Et lorsqu'on parle d'une évolution qualitative, c'est là que je parlais de l'éducation et de l'éducation financière, de la gestion. C'est là qu'on parle d'une avancée, d'une croissance qualitative. C'est là qu'il y a l'éducation civique, l'éducation sociale. C'est là que vient la nutrition, tout ce qui n'est pas quantifiable entre dans la progression qualitative et tout ce qui est quantifiable comme la croissance économique entre maintenant dans l'optique quantitative du développement économique. Donc, Ok, le développement économique inclut dans son ensemble la croissance économique aussi. ok, très bien. Vous nous avez donné l'importance ou l'impact que peut avoir la microfinance, ok, en RDC. Alors, parmi ceux que nous suivons ici, il y a des entrepreneurs qui sont là. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui veulent se lancer. Mais ils peuvent y arriver qu'ils partent dans des banques, dans le microfinance, là, comme on vient de dire là. Ils Des partent, institutions de microfinance. ils partent prendre des crédits. On leur dit, voilà, vous n'êtes pas éligible.
parce que je crois bien que c'est pas tout le monde, même si c'est vraiment mis en place pour le micro-entreprise, il y a au moins des critères qu'il faut respecter. Vous voyez un peu. Il y a au moins des critères qu'il faut respecter. Exactement. C'est bien de partager avec nous quels sont ces critères-là qu'une personne doit connaître avant d'aller demander du crédit. Pour ne pas dire que voilà, j'étais allé demander du crédit, mais j'étais. Voilà. Pour avoir un peu plus cette facilité-là, d'être bénéficiaire du crédit des institutions de microfinance, il y a un point capital qui entre en jeu, c'est votre projet. C'est la présentation aussi de votre projet, la compréhension même de votre projet. Vous vous souvenez de ce que j'étais en train de dire tantôt? Les institutions de microfinance misent beaucoup plus sur la personne. Le seul gage pris en compte ici, c'est la personne. La crédibilité est portée sur la personne. Et la personne est porteur du projet. On va voir si la personne a bien assimilé son propre projet avant de faire le pas pour demander un financement quelconque. À part cela, on va voir, il y a de toute façon euh, la gestion de votre micro-entreprise qui sera suivie. Lorsqu'on octroie un crédit, c'est que on va aussi suivre comment est-ce que vous évoluez dans ce que vous avez appelé, dans ce que vous avez amené comme projet, comme idée entrepreneuriale. Mais là, ça vient post-crédit. C'est là qu'on a déjà octroyé le crédit. Mais bien avant d'avoir ce crédit, comme je disais, il faudrait être bien clair dans la présentation de votre idée ou dans votre projet et aussi être crédible par vous-même dans la présentation de votre propre personne, parce que c'est votre personne qui est là considérée. Ok, je pense que vous avez entendu. Donc, ça ne suffit pas seulement d'avoir un projet, mais il faut aussi parfaire Exactement. la mentalité, parce que c'est important. Parce que ces institutions-là, ils misent plus sur vous. Vous voyez un peu. Exactement. Un projet énorme, un projet gigantesque, mais quand tu es mal présenté, toi, la personne, ça peut avoir des effets négatifs sur ton projet. Donc, comme ce Exactement. qu'il faut retenir, c'est que c'est bien d'avoir un projet, mais c'est aussi bien de travailler sur votre personne. Parce que c'est votre image que vous allez vendre à ce genre d'institution. C'est vraiment très intéressant. Moi, personnellement, Exactement. je n'ai plus de questions. Mais moi, il y a une dernière question, parce que c'est toujours là que voilà, je m'arrête et tout. Si aujourd'hui, OK. si aujourd'hui, vous devez implémenter ou organiser ce système de microfinance, vous, en tant qu'étudiant en master en finance, quelles seraient les pistes que vous allez euh, employer? En C'est-à-dire, termes de... vous allez employer pour établir ce système de microfinance. Et puis, le plus, c'est que vous allez employer pour pousser les gens à aller demander du crédit. Parce qu'il y a des gens qui ont des projets, mais ça ne savent même pas que ça existe, hein, ces systèmes financiers. Alors, si vous êtes vous, quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour faire connaître que dans tel endroit, il y a un tel système qui... Parce que c'est important, en fait. Voilà, je vais répondre en ces termes. Avant tout, il faut être amoureux de notre nation, amoureux de notre pays. Et si on veut vraiment que ces pays se développent, on va s'y mettre à fond, au four et au moulin. Voilà, il se passe que il y a vraiment beaucoup de porteurs de projets qui sont juste effrayés par le taux d'intérêt. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il va se dire, je vais travailler pendant un très long moment, mais je ne serai que quelqu'un qui va commencer à rembourser, à rembourser, à rembourser sans bénéficier. Ces genre de personnes-là, je vais vous demander de travailler en association. Faites un clan, faites un groupe où vous allez vous entraider. Voilà, vous allez vous soutenir entre vous. Vous allez mettre des fonds communautaires comme à l'origine même de la microfinance. Et si ces fonds ne vous suffisent toujours pas, allez-y demander du crédit à hauteur de vos compétences. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont sombré à cause de cela. Ils ont minimisé le travail en octroyant des crédits énormes, sans aucun essai. Sans aucun essai, euh, vous n'avez pas encore fait un premier pas, mais vous faites des demandes énormes.
Et en retour, lorsque vous voyez que la réalité sur le terrain ne concorde pas avec ce que vous aviez imaginé, c'est là que vous voyez de business disparaître, des entrepreneurs méconnaissables. Donc, réfléchissez sur ça, évaluez tous les risques possibles et en ces moments-là, après avoir tout estimé concrètement et réellement, avancez. Les institutions de finances existent toujours. Et aujourd'hui, il y a la concurrence qui est même sur le terrain. Il y a la concurrence qui est sur le terrain. Et que une institution de finances qui vous propose un taux de terrain un peu plus supérieur que l'autre, alors c'est bien clair. Allez trouver l'institution de finances qui vous revient. Mais lancez-vous. La conséquence est que après vous être lancé, après que vous commencez ce que vous aviez à l'idée, peu à peu, vous allez améliorer d'abord votre condition de vie, mais en second lieu, les conditions de vie de ceux qui sont autour de vous. Et l'amélioration, elle est graduelle. Par conséquent, ça va revenir jusqu'à l'État. Et là, nous revenons à notre thématique, le développement économique de la RDC. C'est là qu'on pourra atteindre un développement réel et un développement concret. Ok. Il y a une question là de la part de Khalifa, 75, et il pose quelle est la capitale exigée pour une banque? Voilà, les exigences des banques, je pense à ce jour, les gages qu'il y a dans les banques, comme je disais, il y a un capital social qu'on va vous exiger. Aucune banque de ce jour ne va vous octroyer un crédit sans un capital social. Le capital social, comme je le disais tantôt, ça peut être en numéraire ou en nature seulement. Ça ne peut jamais être en industrie. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, un capital social en industrie, c'est que des idées. À une banque, on ne va pas avec des idées, étaler des idées, des idées, des idées, des idées. La banque n'accepte pas ça. C'est que le capital social en numéraire, c'est tout ce que vous avez en termes d'argent, en espèces. Et en nature, c'est tout ce que vous avez comme bien, mais qui n'est pas monétarié, voilà, qui n'est pas en termes d'argent. Donc, l'exigence première d'une banque, c'est ce capital social. Il voudra savoir que ce que vous avez déjà. Il va vous demander ça. C'est en tout cas, jusque-là, la condition incontournable des banques, c'est le capital social, votre fonds de départ. Après viendront pour certaines banques votre expérience que vous avez en la matière, combien d'années vous êtes déjà dans l'exercice de cette activité, ainsi de suite. Mais a priori, c'est d'abord le capital social avec lequel vous avez démarré votre entreprise, Ok, tout votre ça. micro-entreprise. Ce que je me rajouter, c'est que pour ceux qui sont ici entrepreneurs, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais su que ce système d'institution, il y a une question. Miguel Jordan, que ferons-nous devant une banque qui répond exactement à nos projets, mais sa capital et son temps ne concordent pas à notre projet? Vous avez compris la question? Et je vais essayer de comprendre la question. C'est que qu'est-ce qu'on va faire d'une banque qui, qui répond exactement à nos projets, mais le capital et son temps. Voilà, il y a une vérité, c'est que étant qu'entrepreneur, vous devez savoir que les banques n'octroient pas seulement ce que vous demandez, n'octroient pas toujours ce que vous demandez. On ne débarque pas à une banque, on sollicite un prêt à hauteur de 25 000 dollars et la banque sort directement 25 000 dollars et vous remet. Non, il y a une évaluation. C'est comme ça qu'il y a un bureau de gestion des projets. Ce bureau-là a pour objectif d'analyser les activités de tout demandeur de crédit. Donc, il est vrai que vous puissiez avoir une belle idée, vous êtes bien lancé, vous avez un capital social, vous avez une activité qui fonctionne normalement, mais votre capital ou votre crédit demandé ne sera pas forcément celui qui vous sera versé. Il peut être vu à la baisse. C'est une éventualité et ne soyez pas choqués pour ça en tout cas. Parce que ce sont des gens qui estiment quand même leur degré de risque. Ils ne peuvent pas se lancer comme ça sans bien réfléchir deux fois. En termes d'argent, bien sûr, il faut en tout cas là bien tourner la tête. Ok. Je crois que Miguel Jordan est satisfait de la réponse. Alors, très cher entrepreneurs qui nous suivez, c'est vraiment important ce que nous avons partagé aujourd'hui.
Beaucoup de gens au pays ne savent même pas qu'il existe ce genre d'institution. Beaucoup de gens au pays. Dans le projet, et voilà, ils savent pas qu'il y a moyen d'aller demander de crédit. Et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Que non, voilà, le gouvernement ne soutient pas. Or, en réalité, peu de gens sont cultivés, peu de gens savent réellement que ce genre de microfinance existe. Donc, ce que moi, je vais partager avec vous, avec tout le monde qui est ici, c'est-à-dire, quand nous avons un projet, il faut bien le présenter et essayer de se renseigner. Voilà, où est-ce que je peux aller Exactement. avoir du crédit? Où est-ce que je peux aller demander du crédit? Ce qui se passe, ça existe au pays. Mais c'est Exactement. pas les gens, en fait, c'est pas notre culture d'aller demander. On est habitué, quand j'ai un projet, je vais voir les parents, je dis, bon vieux, tiens, donne-moi 200 dollars, je comprends le projet. Mais en réalité, des institutions existent. Donc, il ne faut pas seulement penser qu'il n'y a pas au pays, ça existe. Tout ce qu'il faut faire, c'est quand j'ai mon projet, je la renseigne, je me renseigne, où est-ce que je peux aller dans l'institution. Et vous allez voir que vous allez partir comme ça va marcher. Quand vous voyez votre voisin de la rue, Exactement. dans son business, il est évolué, demandez-le. Peut-être que lui aussi, Exactement. quelque part, il a eu son crédit. Donc, c'est un peu ça. Exactement. Mais comme Daniel a dit, ça existe au pays, juste on n'est pas informé que ça existe au pays, on ne peut pas chercher. Donc, quand vous avez un projet, c'est pour Voilà. ça qu'il faut toujours faire même une petite chose, le faire bien. Vous voyez un peu. Je Pas vois. une Exactement. idée, mais quand tu ne sais pas le présenter, voilà ce que ça fait. Donc, C'est c'est ça. vraiment d'être cultivé, de se renseigner et vous allez voir que voilà, votre projet peut être financé facilement par ce genre d'institution. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Pour moi, ça existe au pays. Étant un jeune économiste, étant un jeune économiste entrepreneur, quelles zones seraient accordées à des banques, des finances, exemple de la FINCA? Je crois que c'est la dernière question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui avant de clore le live. Et d'accord. Merci pour cette dernière question. Quelles sont les erreurs à corriger à des banques de finances? Voilà, je vais encore revenir à ça. Finca n'est pas une banque de finances. Pour être une banque, il y a des préalables, il y a des requis, il y a toute une liste de conditions à remplir. Finca n'est pas à hauteur d'une banque, il est juste une institution de microfinance qui lui aussi fait recours à une banque de second degré. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faudrait reprocher à Finca? Alors là, ça va revenir même au marché, sur le terrain. Finca s'est retrouvé à un certain moment avec le monopole de marché financier au pays, des microfinances. C'est-à-dire qu'il était une certaine référence, sans parler des coopératives que j'étais en train de dire qui existaient tantôt, et que toutes ces ONG aussi qui octroyaient du crédit. En termes d'institutions de microfinance, Finca s'est retrouvé seul sur le marché. Et lorsqu'on est seul sur le marché, on impose la loi. On n'a pas de concurrents. Ces monopoles du marché a fait à ce qu'il ait des taux très, très, très exorbitants à hauteur de 25% d'intérêt. Voyez-vous, lorsque vous mettez 25% d'intérêt, alors il faut réfléchir sur quelle activité qui pourra là me donner un rendement de plus de 25% qui va me permettre de liquider mes charges et en plus de rendre le crédit et même d'épargner même. Vous verrez, majoritairement ceux qui avaient à l'ancien temps octroyé du crédit auprès de la finca ont disparu, même leur business. Certains ont vendu de leurs biens privés à cause de cela. Ce qui est à finca, je reproche ces monopoles mal gérés du marché financier, du marché financier. Et lorsque la concurrence est venue, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. La finca aurait pu s'adapter à un taux d'intérêt universel. Qu'est-ce qui sera comme bénéfice pour lui? Comme il a déjà existé et que les gens le connaissent, maintenant il a les taux que tout le monde a, il a la confiance parce qu'au lui, au moins on les connaît. Finca a gardé à un certain moment donné son taux très élevé, tout en supposant que les gens ont confiance à lui. Et les autres qui avaient rabaissé leur taux d'intérêt, ils ont juste bénéficié de toutes ces personnes-là qui ont quitté Finca vers chez eux. Donc, à Finca, la mauvaise gestion du monopole du marché et des taux élevés à chaque crédit octroyé, en tout cas, c'est ce qu'il y a à corriger. Et s'ils peuvent adapter ça avec l'expérience qu'ils ont,
l'expertise qu'ils ont sur le marché, je crois que ça fera bonne affaire. Il y aura une renaissance et une remontée. Bon, il y a une toute dernière question. Je pense qu'on va s'arrêter là en tout cas. Dernière question. Ouais. Et il semble que la microfinance ne prend pas la transformation profonde des vies des entrepreneurs, mais améliore que la quotidien immédiate. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas bien compris la question. Je vais encore chercher à la lire. Qu'est-ce que vous Ouais. pouvez me la lire encore? Il semble que la microfinance ne provoque pas la transformation profonde de la vie des entrepreneurs. Vous comprenez? Mais ils améliorent que leur quotidien immédiat. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans la naissance de la microfinance, c'était d'aider des personnes pauvres à améliorer leurs conditions de vie. Ça s'arrête là. Ok. Tout ce qui vient après n'est qu'une conséquence de l'amélioration des niveaux de vie de ces personnes-là. Une personne qui améliore son niveau de vie en termes financiers, en termes éducatifs, en termes de nutrition, en termes de santé, cette personne-là aura un niveau un peu plus élevé et sera mis à pied d'égalité que toute personne qui a droit à un niveau de vie normal. Et tout ce qui reste après, il faudrait le savoir aussi. Dans la gestion d'un pays, il n'y a pas que les particuliers qui jouent un rôle. Il y a même le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de prendre la relève lorsque la personne a déjà un niveau de vie élevé, à la normale, à la moyenne. Alors là, on va dire que l'État ouvre et disponibiliser d'un service de financement à un niveau un peu plus élevé. Je vous ai dit tantôt que un projet de microfinance ne peut pas être financé à plus de 25 000 euros. Non, les institutions de microfinance ne vont pas au-delà de 25 000 euros. Et si une personne qui a déjà géré 5 000 avec son projet, il a évolué, mais je pense que là, il y a un changement concret dans la vie de la personne parce qu'elle n'est plus la personne d'hier. Il y a eu un progrès qui s'est fait, non seulement chez la personne, même en son entourage. Cette personne, je suppose qu'il prend une, deux personnes à sa charge. Et toutes ces personnes-là ont aussi amélioré leur niveau de vie. Donc, dire que ça n'a pas un niveau, un changement concret, ce serait en quelque sorte faux. Parce qu'il y a vraiment un changement qui s'est fait dès lors que la personne reçoit un financement par rapport au moment où il était sans financement. Il était à terre, s'il faut dire. Et ces changements-là aussi dépendent forcément de la façon dont la personne va gérer ces crédits-là. Il faut vraiment le souhaiter. Il faut vraiment souligner sur ça. Oui. Exactement. Puisque dans la définition même de la microfinance, c'est que la personne elle-même s'améliore ses conditions de vie. Elle améliore ses propres conditions de vie par elle-même. Donc la Ok. gestion, elle est aussi très, très, très capitale. Bon, alors, en tout cas, je ne peux plus recevoir d'autres questions. On va s'arrêter là. C'était très bien, en tout cas. J'ai vraiment aimé. J'ai appris beaucoup de choses personnellement. Et je pense aussi que ceux qui ont participé, ceux qui ont suivi ces lives, ils ont eu au moins à bénéficier de quelque chose. Et je pense que très bientôt, là, ils vont pas tarder à le mettre en pratique. Parce qu'il ne faut pas attendre, voyez un peu, il ne faut pas attendre demain. Il faut commencer dès aujourd'hui. Quand vous êtes encore jeune comme ça, vous êtes une étoile. Exactement. Exactement. Merci pour ces compliments. Je le reçois de plein cœur. Merci, merci, vainqueur. Merci pour ces compliments, en tout cas. Voilà ce que je Merci. dis. Je pense que Vainqueur Jordan Voilà. va déjà mettre tout ce que avec nous aujourd'hui en pratique. Ça sera une bonne chose. On va arrêter par là. D'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui étaient là, merci beaucoup. Vous avez été nombreux Merci, aujourd'hui. Elvira. Nous sommes vraiment fiers. Et ceux qui veulent participer prochainement aussi, parce que le live se passe chaque samedi et dimanche. Ceux qui veulent participer, vous allez juste envoyer un message à la page Africa P Events. On va essayer de discuter un peu sur la thématique. On va fixer une journée pour vous. Donc, merci à tous ceux qui étaient là avec nous. Elvira, comme je vois, toujours en retard. Mais merci au moins pour tous ceux qui étaient là avec nous. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain, toujours à 21h avec notre frère Josué Louba. Merci, Enoch. Ben, cette thématique pour demain, c'est vraiment intéressant parce que ça concerne directement les étudiants. Vous allez le voir bientôt là. Demain, à 21h, avec notre frère Josué, on va essayer de partager un peu de thématiques très, très intéressantes. Donc, je vous donne tous rendez-vous demain. Daniel, Ilei, Enoch, Sapiens, en tout cas, tout le monde, je vais vous voir demain à 21h.
Merci à tous et bonne soirée. Surtout Daniel, bonne soirée. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci pour ces instants, en tout cas, et merci pour tout le monde. À tout le monde. Bye bye. Bye.